l'heure du journal. Merci de nous rejoindre. Voici pour commencer le sommaire. Alassane Ouattara, invité de la Chatham House, un important groupe de réflexion à Londres, au Royaume-Uni. Le président de la République de Côte d'Ivoire s'est prononcé hier sur 2 points, l'élection présidentielle de 2020 et la stabilité politique et économique de son pays. En Côte d'Ivoire, les travaux de réhabilitation de la route Thomassé-Agboville avancent bien. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a visité récemment le péage et le chantier de renforcement du tronçon. Objectif, vérifier l'état de fonctionnement de ce péage ouvert le 15 décembre dernier. Enfin, 48 heures de deuil national décrété au Burkina Faso après l'attaque le 20 janvier dernier contre des villages de la région nord. La Banque mondiale salue les progrès économiques réalisés par la Côte d'Ivoire. En effet, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier à Londres, au Royaume-Uni, le président de cette institution financière internationale. Alassane Ouattara et David Malpass ont eu une séance de travail axée sur le financement de projets et la digitalisation. Les détails dans ce reportage de Habiba Dambélé-Saoué. David Malpass, à la tête d'une importante délégation, a rassuré le chef de l'État sur les excellentes relations de coopération qui existent entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, grâce au leadership du président Alassane Ouattara et à la bonne gestion des finances publiques. C'est toujours un grand honneur pour nous de recevoir le président de la Banque mondiale, surtout qu'il nous a annoncé de très bonnes nouvelles. Et nous avons insisté sur le fait que nous allons travailler à améliorer la digitalisation, parce qu'il faut améliorer l'inclusion financière, mais également, bien sûr, le financement des projets sociaux. Le président de la Banque mondiale est un homme bien connu. Il a été patron du Trésor américain et nous l'avions rencontré en son temps quand nous étions à Washington. Et nous savons qu'avec notre frère Ghanem également, que la Banque mondiale est en de bonnes mains et s'occupera bien de la Côte d'Ivoire. Je dois ajouter que nous avons beaucoup de chance d'avoir aussi les représentants de la SFI et de MIGA qui contribuent énormément au financement de l'économie ivoirienne. En tout cas, je voudrais remercier le président et tous ses collaborateurs. De bonnes relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, les deux partenaires ont indiqué leur détermination à être plus stratégiques dans leur coopération afin d'avoir un impact plus positif sur les populations. Pendant son séjour à Londres, au Royaume-Uni, le président de la République, Alassane Ouattara, a été invité par la Société royale africaine. Cet institut fait la promotion de l'Afrique et de ses potentialités économiques et culturelles. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, après avoir présenté les atouts et opportunités de l'économie ivoirienne, a encouragé les hommes d'affaires présents à cette rencontre à venir investir dans son pays, la Côte d'Ivoire. Tout est mis en place pour que la présidentielle d'octobre prochain ait lieu dans d'excellentes conditions et dans un environnement apaisé. Déclaration hier du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était l'invité de la Chatham House, un important groupe de réflexion. Pour en parler, retrouvons Habiba Dambélé-Saoué. Le Royal Institute of International Affairs, connu sous le nom de Chatham House, fondé en 1920, a accueilli un invité de marque, le président Alassane Ouattara. Et c'est devant des personnalités du monde de la finance, des affaires et de la diplomatie que le chef de l'État, pour son deuxième passage à Chatham House, a fait un exposé sur le thème « Élections en Côte d'Ivoire en 2020, assurer la stabilité et l'inclusion ». D'entrée de jeu, le chef de l'État, soutenu par son épouse Dominique, par le président ghanéen Akufo-Addo, des membres du gouvernement du Ghana et de Côte d'Ivoire, a expliqué le contexte difficile de son arrivée au pouvoir avant d'instruire l'auditoire sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Mon pays a renoué avec la croissance, la stabilité, la sécurité et le taux de croissance moyen depuis 2012 a été en moyenne de 8% par an. 8% par an, ce qui est bien sûr extraordinaire. Et nous faisons partie des 10 pays
plus forte croissance dans le monde. Et nous en sommes très fiers, et ce qui fait que c'est l'une des économies les plus dynamiques. En 1 an, nous avons doublé le PIB de la Côte d'Ivoire, ce qui est quand même exceptionnel. Il n'y a que la Corée et la Chine qui ont eu des performances aussi fortes au cours des dernières décennies. Ces résultats d'abord dus au travail des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont remis au travail après la crise post-électorale. Le président Houphouët disait « découragement n'est pas ivoirien » et la crise n'a pas découragé les Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont mis au travail et bien évidemment le gouvernement a fait d'importantes réformes institutionnelles et sectorielles avec en ligne de mire la sécurité, la paix, l'état de droit, la démocratie, aussi la mise en place d'institutions et l'assainissement du climat des affaires pour une meilleure attractivité de l'économie et l'exécution de 2 plans nationaux de développement, 2012-2015 et 2016-2020. La question des élections en 2020 a été abordée par le président Alassane Ouattara, qui a déclaré qu'elles seront libres, démocratiques et transparentes. Je peux vous dire que le gouvernement est à la tâche et que ces élections seront transparentes et démocratiques et apaisées. Free, fair and transparent. Alors évidemment, cette volonté est traduite par la mise en place des institutions dont j'ai parlé. Elles sont crédibles, elles sont fortes. Et je voudrais aussi revenir sur le passé et dire qu'en réalité, le problème de mon pays a été que la loi fondamentale avait été tripatouillée à la mort du président Houphouët. Et ceci a créé de nombreuses crises. Et ce qu'il fallait éviter, c'est sortir de cette situation et d'avoir une constitution qui soit donc conçue pour rassembler les Ivoiriens et donner à chaque Ivoirien la même chance pour compétir aux différentes élections. En ce qui concerne l'organisation des élections, comme dans l'ancienne constitution, elle est confiée à une commission électorale indépendante. Voyez-vous, la commission qui a été mise en place en 2012, ça a été avec le soutien du NDI, le National Democratic Institute, qui a passé plusieurs semaines avec nous, avec tout le monde, hein, les partis d'opposition, le pouvoir, la société civile, etc., et qui nous avait proposé une commission électorale indépendante qui a bien fonctionné, qui a organisé toutes les élections de 2012 à 2018. Et je crois qu'il y avait 5 ou 6 élections. Tout cela s'est très bien passé. Mais nous avons eu des observations de la Cour africaine des droits de l'homme qui estimait que la société civile n'était pas suffisamment bien représentée. Et donc la commission a été réadaptée pour tenir compte de cette critique, et ce qui fait que dans la commission actuelle, les partis d'opposition et du pouvoir, les partis politiques ont 6 membres, et la société civile a 6 membres, alors que dans le passé, la société civile n'avait que 3 membres, comme les partis politiques. Et comme dans l'ancienne commission électorale, le président de la République, la magistrature et le ministère chargé de l'organisation des élections, pour leurs compétences, sont également membres de la commission électorale indépendante. Voilà, ceci a été fait après 6 mois de discussion avec les partis politiques, et c'est cette nouvelle commission qui est totalement conforme aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui va donc organiser l'élection présidentielle de 2020 et bien sûr les élections législatives également. La CEI a demandé l'assistance électorale des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie et de la CEDEAO pour montrer que nous n'avons rien à cacher. Nous voulons que toutes ces structures et tous ceux, bien sûr, qui souhaitent observer l'élection puissent le faire. Alors, nous avons également en discussion actuellement les modifications au code électoral
qui est vraiment le détail, le cœur du processus lui-même, qui est en discussion par le Premier ministre et les partis politiques et la société civile pour adapter le code à la nouvelle constitution, ce qui est également en cours et sera achevé dès le mois de février. Le chef de l'État s'est ensuite prêté aux nombreuses questions des invités. Il s'est appesanti sur les efforts accomplis pour l'amélioration des conditions de vie du monde paysan. Examen de passage, somme toute réussi pour le président Alassane Ouattara, qui a répondu à toutes les préoccupations des membres de cette prestigieuse institution. Le chef de l'État s'est exprimé en français et en anglais pour une bonne compréhension. Des Ivoiriens résidant à Londres ont apporté de la chaleur et de la gaieté à la fraîcheur londonienne de ce mardi 21 janvier 2020. En Côte d'Ivoire, les préparatifs du 27e congrès de l'Union postale universelle vont bon train. Cette rencontre va se tenir du 10 au 28 août prochain à Abidjan. Mais avant, cette visite de travail du vice-directeur général du Bureau international de l'UPU, Pascal Thierry Clivaz, a rencontré il y a quelques jours le ministre en charge de l'économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo. C'est un reportage de l'Anciné Bakayoko. Cette visite du vice-directeur de l'Union postale universelle vise à s'assurer de la réalité des sites devant accueillir le congrès, du dispositif sécuritaire, sanitaire et des infrastructures technologiques disponibles, notamment la connectivité au réseau Wi-Fi haut débit. Notre mission ici, c'est une mission d'étape. On vient vérifier qu'à quelques mois de l'ouverture, toutes les conditions sont réunies pour que le congrès puisse se tenir. Il va se tenir du 10 au 28 août cette année. Quelques petits ajustements à finaliser, mais pas d'inquiétude pour le gouvernement qui travaille d'arrache-pied en conformité avec le cahier des charges de l'Union postale universelle. Que toute la Côte d'Ivoire est mobilisée du plus bas au sommet de l'État pour faire en sorte que ce congrès de l'UPU soit un succès, en tout cas un succès, je dirais, mémorable, aussi bien pour les nationaux, pour le continent africain, parce qu'il faut le dire, très peu de personnes le savent. Je crois que c'est l'une des rares fois, sinon pas du tout, l'une des rares fois que le continent reçoit un tel événementiel sur le continent. Donc il faut faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à la hauteur et nous le ferons. Au terme du congrès, la Côte d'Ivoire sera désignée pour présider le conseil d'administration de l'UPU de 2021 à 2024. Occasion pour le secteur postal ivoirien de refaire peau neuve à travers plusieurs chantiers innovants dont la construction du bureau de la Poste du futur et la construction d'un nouveau centre de tri postal. Autre actualité nationale, cette activité du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministre Amédée Kouakou a visité récemment le péage de Thomassé sur la route de l'Est et le chantier de renforcement du tronçon Thomassé-Agboville. Objectif, vérifier l'état de fonctionnement de ce péage ouvert le 15 décembre dernier. Le point dans ce reportage de Jean-Luc Gbangbo. Une visite au pas de course qui commence d'abord au poste à péage de Thomassé, une cinquantaine de kilomètres d'Agboville. Amédée Kouakou Kofi est venu s'imprégner du fonctionnement de ce poste, ouvert seulement le 15 décembre dernier, et qui enregistre déjà 8000 véhicules par jour. Des véhicules qui poursuivent pour la plupart leur trajet sur cette route en plein chantier. L'axe Thomassé-Agboville. Les travaux d'aménagement et de bitumage ont démarré depuis mai 2019. Vous nettoyez d'abord les anciens ouvrages avant quoi que ce soit. Okay, vous nettoyez tout d'abord, et puis après, une fois que... Parce que voilà, peut-être même en nettoyant, ça va bien fonctionner. Ce tronçon devrait à terme changer la vie des populations de cette zone. Je pense que très bientôt, les populations vont être heureuses parce que le dimensionnement de route qui est fait ici, je pense que même au bout de 20 ans, si les entretiens sont faits de façon correcte, cette route va résister parce que c'est du travail excellent qui est effectué sur cette route. Je voudrais donc les rassurer et leur dire de prendre juste un peu leur mal à patience. Très bientôt, ils auront une route en très bon état. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la préservation, l'amélioration et l'extension du réseau routier ivoirien en vue de soutenir la relance économique du pays. Le coût des travaux est estimé à 25 milliards de francs CFA,
Le chantier emploie quelques 200 personnes et devrait s'achever en fin d'année. Un tout autre sujet à présent, les enseignants de Côte d'Ivoire exhortés à souscrire à un projet immobilier. En effet, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a signé le 20 janvier dernier une convention avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. 60 000 logements sociaux vont bientôt sortir de terre pour les enseignants mutualistes. Les précisions dans ce reportage de Nadia Edja et Cheikh Koné. 60 000, c'est le nombre de logements qui sortiront des terres à l'issue de la première phase de ce programme immobilier. Des logements en location-vente ou en accès direct à la propriété, à prix abordable sans apport initial pour tout enseignant désireux d'acquérir une maison et justifiant d'un salaire minimum mensuel de 160 000 francs CFA. Un rêve devenu réalité à en croire les principaux concernés. C'est une satisfaction parce que les enseignants ont beaucoup souffert, ils ont beaucoup été anarqués. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour que les enseignants bénéficient des loyers à moindre coût, sans apport initial. La convention signée ce jour entre le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, d'une part, et d'autre part, celui de la construction du logement et de l'urbanisme, marque l'engagement des deux entités à mener à bien cette action sociale d'envergure. Il s'agit pour nous de proposer une réponse appropriée, efficace et durable aux problèmes récurrents qui affectent la dignité et la performance de l'enseignant, au nombre desquels la question du logement occupe une place de choix. Nous nous attellerons au mieux à vous assister pour l'acquisition et la sécurisation des terrains. Nous coordonnerons le raccordement des sites de ces projets au réseau et nous assurerons l'encadrement du promoteur chargé de la construction des logements afin que la totalité des engagements pris soit tenue. Le projet de logement économique pour les enseignants s'inscrit dans la politique sociale du gouvernement. La réussite de la phase 1 permettra de l'étendre à l'ensemble des enseignants, mais aussi à tous les fonctionnaires du pays. Un tout autre sujet à présent, la volaille très prisée en Côte d'Ivoire. En effet, selon l'interprofession avicole ivoirienne, la consommation de poulet, caille et autres pintades est d'environ 2 kg par habitant et par an. Mais comment et dans quelles conditions se déroule l'abattage de ces oiseaux? Cet abattage se fait-il dans des abattoirs agréés? Pour en parler, Jean-Louis Gbangbo. Dans cet abattoir situé en plein cœur du marché de Trashville, ce sont entre 400 et 450 poulets qui sont tués chaque jour. Ça là, c'est Bougui. C'est Bougui, ça là. Kaboré Janvier est le responsable de cet abattoir. L'abattage de poulets, un business qu'il a hérité de son père il y a quelques années. Une activité qu'il a surtout fait évoluer. C'est un abattoir qui s'est installé depuis près de 10 ans. Voilà, avant, on déplumait les poulets à la main. Et avec le temps, bon, les choses ont changé. Pour la sécurité alimentaire, on a préféré mettre les carreaux, bien entretenus et puis installer une machine. Cette machine, appelée plumeuse dans le jargon, est la fierté des Janvier. D'une capacité de traitement de 20 à 25 poulets à la minute, elle symbolise le changement de cap de cet abattoir vers les normes édictées par le gouvernement en matière d'abattage de volailles. Le gouvernement a demandé que les abattoirs soient modernisés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ouvert ce coin-là pour déplumer plus de poulets et puis, comment on appelle ça, respecter les normes de la sécurité alimentaire. Si Janvier a pu s'adapter et faire évoluer son activité, ce n'est pas le cas de tous les acteurs de ce secteur. Les tueries à façon sont les plus nombreuses sur les marchés, comme ici à Port-Boué. Avec leurs moyens rudimentaires, défiant les normes de la biosécurité, ces petites mains semblent ne pas être conscientes des risques sanitaires que leur activité fait courir aux consommateurs. Ça, il n'y a pas de saleté dedans. C'est avant, on peut dire que c'est ça. Là, maintenant, tout c'est carrelé. Il n'y a plus de saleté comme avant. Maintenant, c'est propre tous ces jours. La lutte contre ce type de tuerie reste le principal défi des organisations professionnelles du secteur. Que l'État nous aide afin que dans chaque marché, on puisse
avoir des machines plumeuses pour pouvoir améliorer la qualité du poulet. Des abattoirs propres, c'est également la préoccupation du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'est vraiment un problème de santé publique et cela doit être compris, accepté et mis en place par tous, que nous passions à un abattage beaucoup plus salubre, un abattage sécurisé pour le bien de nos consommateurs et aussi pour la santé des personnes qui fréquentent les marchés. Un important plan de développement d'abattoirs modernes est prévu en vue d'assurer un abattage propre qui préserve le respect de la qualité sanitaire et hygiénique des volailles. Quand nous avons été frappés par la grippe aviaire en 2015 déjà et 2016, il était question de réfléchir à des solutions durables. Et l'une des solutions, c'est donc le projet abattoir industriel de volailles, PAVCI, que nous avons lancé en collaboration avec certains opérateurs de ce secteur, du secteur avicole sur le territoire. 7 abattoirs industriels sont ainsi prévus à Korogo, Man, Bondokou, Azaguié, Dabou, Tiébissou et Daloa. Capacité d'abattage entre 1000 et 2000 poulets à l'heure. Mais en attendant le démarrage effectif de ce chantier, des opérateurs se sont lancés dans l'abattage industriel, l'abattage propre. Sont en activité 2 abattoirs industriels détenus par 2 grands groupes privés. Et celui-ci, beaucoup plus modeste, basé à Port-Boué. On est content aujourd'hui. Ils sont dans le temps, on a un client qui est arrivé il y a 1h15. Je vois, ils ont fait 150, la productivité est tenue, ça va. Il y avait l'opportunité de créer une alternative entre l'abattage de volailles dans les petits marchés où les conditions d'hygiène sont assez délicates ou le grand abattoir. Et on a essayé de voir et de montrer qu'on peut faire moyen et puis bien pour servir les populations. L'abattoir de Madame Noël Louvel abat en moyenne 3000 poulets par jour. Elle occupe 3% du marché de l'abattage. Une modeste contribution à une alimentation saine en Côte d'Ivoire. Il y a encore de la marge, Les Ivoiriens adorent le poulet. Les Ivoiriens adorent le poulet. La petite contribution pour nous, c'est offrir de la marchandise saine. En Côte d'Ivoire, la consommation de volailles par habitant et par an est passée de 0,43 kg en 2006 à 1,99 kg en 2015, selon l'interprofession avicole ivoirienne IPRAVI. La production nationale de viande de volaille étant, elle, passée de 30 000 tonnes en 2013 à 52 000 tonnes en 2017. Des images à présent avec le séjour à New Delhi en Inde de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Maria Toukone a rencontré récemment le ministre indien en charge de la justice et de la communication. Leurs échanges ont porté sur la numérisation et l'accélération des paiements numériques au titre de la protection sociale. Au chapitre santé, des médicaments anticancéreux et autres produits pharmaceutiques pour le service d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Trècheville. C'est un don du groupe d'oncologie pédiatrique. Le point avec Stéphane Loboué et Sephora Zegui. 10 millions de francs CFA, c'est le coût des médicaments offerts au service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Ces médicaments vont aider les enfants malades du cancer à bénéficier d'un traitement à moindre coût. Chez l'enfant, le cancer n'est pas synonyme de mort. Parce que le cancer de l'enfant, il a un pronostic qui est bien meilleur que celui de l'adulte. Il est sensible à la chimiothérapie. Le seul problème auquel nous sommes confrontés, c'est que souvent, ils sont diagnostiqués tardivement. Ils sont en moyenne 200 enfants souffrant de cancer qui fréquentent le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Un service qui s'emploie à diagnostiquer le plus vite possible ces patients. Aujourd'hui, le besoin en matériel de santé, notamment en médicaments pour le traitement des enfants atteints du cancer, est réglé grâce à la sollicitude du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique. C'est la première pour cette année 2020. On aura encore à faire un deuxième lot de dons dans le mois de novembre. Le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique assure également la formation du personnel soignant de l'unité d'oncologie du CHU de Trècheville. Une unité qui aujourd'hui présente un meilleur visage et une offre de soins de qualité.
La télévision numérique terrestre bientôt déployée dans la région du Poro, dans le nord du pays. Les préparatifs de cet événement vont bon train. La société ivoirienne de télédiffusion IDT, qui assure la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national, a lancé récemment des campagnes d'information et de sensibilisation. 24 janvier 2020, célébration de la Journée mondiale de la culture africaine. Cet événement veut montrer la diversité culturelle du continent africain. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va abriter les festivités officielles. Plus de détails avec Issa Yeo. L'Afrique, berceau de l'humanité, sera célébrée dans le monde entier dans les tout prochains jours. La Journée mondiale de la culture africaine et des afro-descendants est donc l'occasion de mettre en évidence les atouts culturels du continent. 193 pays à travers l'UNESCO ont adopté le fait que tous les ans, la culture africaine sera célébrée partout dans le monde, dans leur pays. Notre objectif, dorénavant, c'est de tout faire pour que cette journée soit une journée célébrée par toutes les filles et fils d'Afrique, qu'elles soient sur le territoire du continent, mer, ou dans les Caraïbes, ou en Amérique, ou en Asie. Cette journée, selon le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, permettra aux Africains de s'approprier leur propre culture et la partager avec le reste du monde. Et je suis heureux que les Africains aient pris l'initiative de la célébrer à Abidjan et donc de nous associer à la célébration pratique de la première journée. C'est la Côte d'Ivoire qui a présidé ce travail préparatoire de présentation de cette journée mondiale de la culture africaine auprès de l'UNESCO. Abidjan, la capitale économique, a été choisie pour abriter les festivités de cette journée prévue le 24 janvier prochain. Nous allons à présent revivre le passé, notamment les années 1990, et cela grâce aux photographies du journaliste Camille Ballier-Blésiri. Elle retrace les grands concerts et événements qui ont marqué la scène ivoirienne. Hermance Zirignon et Jean-Marc Djadji. Journaliste culturel et photographe, Camille Ballier-Blésiri, dit BBC, nous emmène en promenade dans les années 90 pour amorcer cette nouvelle année. Du groupe Awana, Adibi Georges, guitariste, en passant par Césaria Evora, la diva capverdienne, et bien d'autres, ils sont tous présents sur ces clichés et nous font revivre les années de gloire où la Côte d'Ivoire était la plaque tournante de la musique africaine. L'histoire de l'exposition photo, c'est surtout mon histoire de photographe. Donc je suis devenu reporter photographe. Mon secret à moi, c'était que j'associe effectivement la photographie à mon métier de journaliste. Les photos que vous voyez là, tout s'est passé dans cette salle, au Centre culturel français, d'abord, qui est devenu après Institut français. Jusqu'au 25 janvier, les Ivoiriens et principalement les jeunes sont invités à faire un tour à cette exposition afin de vivre ce beau voyage dans le temps et découvrir le riche patrimoine photographique musical de la Côte d'Ivoire que nous offre Camille Ballier-Blésiri. 2 jours de deuil national décrétés au Burkina Faso. La raison, 36 civils ont été tués le 20 janvier dernier lors d'une attaque contre des villages situés dans la région nord du pays. Les autorités burkinabées ont réagi hier en adoptant une loi sur le recrutement de volontaires pour lutter contre les groupes djihadistes. Enfin, plusieurs pays, notamment les Pays-Bas, le Canada, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis évoquent leur inquiétude concernant l'encadrement des manifestations ces derniers mois en Guinée-Conakry. Ces États demandent donc des enquêtes impartiales concernant les violences survenues lors de ces rassemblements de protestation. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.